Quand on pense à la conquête coloniale de l'Afrique, on a souvent une seule version de l'histoire en tête. Mais si on changeait de perspective, on va plonger ensemble dans l'histoire méconnue de la résistance africaine. Et c'est une histoire de courage, de souveraineté, une lutte acharnée qui vient bousculer pas mal d'idées reçues. Tout part de cette phrase, de cette idée de l'historien Terence O'Range. Il parle d'un paradoxe curieux et brutal. Curieux et brutal. Comment est-ce que ces deux mots peuvent bien décrire la même chose? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va explorer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. D'un côté, oui, la conquête paraissait inévitable, irréversible. Les Européens avaient une technologie écrasante, les trains, le télégraphe, les mitrailleuses. Mais de l'autre côté, cette conquête a été incroyablement difficile. Pourquoi? Eh bien parce que l'Europe n'a jamais vraiment envoyé des armées gigantesques. Et surtout, en face, il y avait des sociétés africaines fortes, organisées et bien décidées à ne pas se laisser faire. Alors, comment est-ce que cette histoire compliquée, ce paradoxe, a pu être un peu mis sous le tapis? Eh bien, il a été remplacé par un récit beaucoup plus simple. Un récit créé de toutes pièces par les puissances coloniales. Une histoire qu'elles ont appelée la pacification. Ce mythe, il est parfaitement résumé ici. L'idée, c'était de faire croire que l'Afrique avait accueilli la colonisation à bras ouverts, comme une sorte de libération, un heureux hasard. C'est un récit qui, par définition, ne laisse absolument aucune place à l'idée même de résistance. Et là, quand on compare la propagande de l'époque avec ce que les historiens ont découvert depuis, le décalage est saisissant. La résistance, ce n'était pas du tout l'œuvre primitive de quelques agitateurs sanguinaires. Non, les faits montrent une toute autre image. Des guerres de libération, bien organisées, totalement rationnelles, et qui avaient le soutien de la majorité de la population. Et ça, c'est vraiment le point crucial à comprendre. La résistance, ce n'était pas l'exception, c'était la norme. Pratiquement partout où les Européens ont mis les pieds, ils ont fait face à une opposition. Et ça venait de tout le monde, des grands royaumes bien structurés, mais aussi de peuples qu'on appelait sans État, et qu'on croyait, à tort, beaucoup plus faciles à dominer. Et ce point sur les sociétés sans État, il est fascinant. Des groupes comme les Igbo ou les Baoulés, que les colons méprisaient un peu pour leur manque de chef suprême, ont en fait mené des guérillas parmi les plus longues et les plus acharnées, justement parce que leur structure décentralisée les rendait presque impossibles à soumettre complètement. Bon d'accord, il y a une résistance massive, mais la vraie question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui les motivait? Au-delà de la simple défense de leur terre, il y avait une idée politique extrêmement puissante derrière tout ça. Une idée qui s'appelle la souveraineté. La souveraineté, en fait, c'est le cœur du problème. C'est le droit fondamental de dire « ici, c'est chez nous et c'est nous qui décidons de notre avenir ». Et la conquête européenne, ce n'était pas juste un contact entre deux mondes, c'était la négation pure et simple de cette indépendance. Écoutez bien la force de cette réponse du chef Machemba. « Je suis sultan ici sur ma terre, vous êtes sultan là-bas sur la vôtre ». C'est d'une clarté incroyable. Ce n'est pas juste de la défiance, c'est une affirmation politique limpide. Le principe d'égalité entre souverains. Cette phrase du chef Anga, elle est aussi très parlante. Elle montre que la résistance, ce n'était pas un refus bête et méchant de la modernité. Pas du tout. Ces dirigeants pouvaient vouloir des routes, des chemins de fer. Ce qu'ils refusaient, c'était de payer ce progrès en sacrifiant leur indépendance. Ils voulaient être les maîtres de leur propre modernisation. Et là, avec le chef Hendrik Witbooi, on monte encore d'un cran. Il ne se contente pas d'affirmer son droit, il l'inscrit dans une vision philosophique presque divine. Ce n'est ni un péché, ni un crime. En gros, il dit que son droit à l'indépendance est aussi légitime, aussi naturel que celui de n'importe quel roi en Europe. Alors attention, il faut quand même nuancer un peu le tableau. L'histoire n'est jamais toute blanche ou toute noire. Il ne s'agissait pas toujours d'un peuple uni contre l'envahisseur. Certains États africains étaient eux-mêmes considérés comme des oppresseurs par une partie de leur population. Et donc leur résistance contre les Européens était parfois affaiblie de l'intérieur. Au-delà de la politique, il y avait une autre source de motivation. Une force absolument phénoménale. Une force que les rapports coloniaux ont toujours essayé de ridiculiser en la traitant de superstition. C'était la foi. Et cette idéologie religieuse était tout sauf primitive. C'était en fait un outil de mobilisation ultra sophistiqué. Les leaders spirituels ne faisaient pas que répéter de vieilles croyances, non, ils innovaient. Ils créaient de nouvelles doctrines, de nouveaux symboles, capables d'unir des peuples parfois très différents dans un même combat. Et pour voir à quel point ces mouvements spirituels étaient complexes, cet exemple est parfait. Chez le peuple Xhosa, on a deux grands prophètes avec des visions totalement opposées. D'un côté, Makana, qui appelle à la guerre sainte pour chasser les envahisseurs, et de l'autre, Nsikana, qui lui cherche une voie de compromis, de réforme, en intégrant même des idées du christianisme. Ça montre bien qu'il n'y avait jamais une seule réponse.
Et ce phénomène, on le retrouve vraiment partout sur le continent. De la révolte Maji-Maji en Afrique de l'Est, unissant des dizaines de peuples autour d'une eau sacrée, aux grandes djihad en Afrique de l'Ouest, jusqu'aux soulèvements coordonnés par des médiums en Afrique australe, partout, la foi a été une arme de résistance redoutable. Bon, tous ces mouvements ont été héroïques, c'est certain, mais militairement, ils ont finalement été écrasés. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il en reste? Quel est leur héritage? Et là-dessus, les historiens ne sont pas tous d'accord. Et voilà, la grande question de cet héritage. Est-ce qu'on peut tracer une ligne droite entre ces toutes premières résistances et les grands mouvements de libération nationale qu'on a vus au XXe siècle? Eh bien, la réponse est loin, très loin d'être simple. Le débat académique est vraiment animé sur ce point. Pour Theo Ranger, le lien est évident. Mais d'autres, comme Henri Brunschwig, disent que non, pas du tout. Le nationalisme moderne est une idée importée qui n'a rien à voir. Et puis il y a Edward Steinhardt, qui va encore plus loin, en disant que c'est un mythe, que ces mouvements étaient juste anti-autoritaires, que ce soit contre les Européens ou contre d'autres Africains. Il faut aussi ajouter une dimension essentielle, l'économie. Après la course pour les terres, il y a eu une deuxième course, tout aussi violente, la course pour la main-d'œuvre. La résistance a donc aussi changé de forme, pour devenir une lutte contre le travail forcé et l'exploitation économique. Cette citation nous invite à prendre un peu d'auteur. Étudier cette histoire, ce n'est pas juste un truc d'historien, ça contribue à une réflexion beaucoup plus large. Une théorie, non seulement de l'oppression, mais surtout une théorie de la libération. Au bout du compte, le but, ce n'est pas juste de faire une liste de héros oubliés. L'enjeu, c'est de comprendre à quel point cette histoire change complètement notre vision du passé, et donc notre vision du présent. Et c'est avec cette question qu'on va se quitter. Quand on se souvient que les peuples africains n'ont pas juste subi la domination, mais qu'ils se sont battus avec intelligence, avec courage, avec des idéologies complexes, comment est-ce que ça change l'histoire qu'on nous a racontée? Ce n'est plus l'histoire d'une pacification. Ça devient l'histoire d'une souveraineté qui a été violemment arrachée et farouchement défendue.